Alors justement, vous avez abordé avant cette partie agricole que vous avez étudiée. D'ailleurs, les deux, je pense que vous avez des connaissances assez techniques dans cette partie-là. J'aimerais savoir justement l'initiative que vous avez mis en place avec... j'aimerais connaître un petit peu, pardon, l'initiative que vous avez mis en place avec la fabrique d'antan, qui est celle des jardins partagés ou des jardins participatifs. Comment ils fonctionnent? Est-ce que ça fonctionne bien? Ça permet... Qu'est-ce que ça permet aux gens du quartier? Alors, je vais revenir sur mon histoire par rapport Parfait. à la fabrique, puisque en fait, ce jardin-là, il a une histoire dans le quartier avec la fin de la démolition de cette prison. Du coup, il y avait quelque chose à revoir au niveau du quartier. Et la ville a mis en place un programme vraiment de concertation avec un vrai travail de proximité à travers des ateliers avec les architectes, vraiment à plein de niveaux pour que, quels que soient les aménagements prévus, ça réponde au mieux aux besoins vraiment des habitants du quartier. Fallait Moi, qu'ils donnent leur avis, voilà. du coup. Moi, la fabrique, c'est par ce biais-là, en fait, que je l'ai découverte. Et dans le cadre associatif, en fait, où on a été amené avec le développement d'un petit jardin temporaire qui avait été mis en place à côté du lieu du préfabriqué qui servait du coup de base pour cette concertation. On a été amené à venir jardiner, à venir proposer des activités sur cet espace-là. Donc moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai connu la fabrique et que j'ai commencé à m'investir dans un jardin qui n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Par la suite, moi, je me suis mise à mon compte aussi en tant qu'animatrice nature. Parce que malheureusement, malgré les besoins pédagogiques, c'est un domaine où c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une activité professionnelle, de pouvoir en vivre. Donc ne trouvant pas dans une structure déjà existante d'emploi dans ce domaine-là, je m'étais mise à mon compte parce que ça me tenait vraiment à cœur de travailler vraiment là-dessus. Et du coup, j'ai été amenée à intervenir professionnellement sur le jardin temporaire et par la suite, une fois qu'il a été mis en place, sur le jardin définitif. Et puis le projet évoluant du côté municipal avec la construction, l'augmentation d'une équipe, mais du coup il y a eu des recrutements côté ville. Moi, clairement, l'auto-entreprise, ça ne me satisfaisait pas en termes de fonctionnement. Il y aurait beaucoup à en dire aussi d'un point de vue soutenable, on va dire, en termes de revenus financièrement aujourd'hui. Je pense pour beaucoup d'auto-entrepreneurs, quel que soit le domaine. Et du coup, voilà, il y avait l'opportunité de continuer à pouvoir travailler dans un domaine qui me plaît, dans lequel je pense avoir des choses aussi à apporter, puisque j'ai quand même passé beaucoup de temps dans mes études et puis dans mes expériences associatives et professionnelles sur ces sujets-là. Mais je savais aussi, et c'était le challenge un peu, que j'allais intégrer un cadre institutionnel, ce qui ne me laisse pas autant de possibilités de m'exprimer que dans un cadre associatif, surtout un cadre associatif militant. Et puis que j'allais être amenée à transposer mes compétences d'animation, de médiation et de pédagogie sur d'autres sujets. Ça, c'est le challenge sympa. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, ce jardin qui est quand même, moi en tant que citoyenne, j'apprécie, il est intégré au mobilier urbain, ce qu'on ne voit pas forcément partout. Je pense que même sur le reste du pays, on n'a pas tant que ça intégré vraiment dans la conception des aménagements urbains. Ouais. Et puis, en tout cas, c'était le premier chez nous au Havre. Donc ça, c'est chouette. Et on partait vraiment sur une demande de la population. Donc, a priori, des gens
qui avaient envie de s'investir aussi. Ce qui, sur un jardin partagé ou participatif, quel qu'il soit, est très important. Là, dans l'histoire, il commence à y avoir du recul dans l'histoire des jardins partagés à travers la France et dans le monde. C'est que si vous partez d'une initiative citoyenne avec des gens qui ont envie de mettre la main à la pâte et qui vivent à proximité, vous avez des chances que ça perdure, que ça se développe, et en termes de liens, de co-construction, d'avoir des choses intéressantes. Si vous amenez les choses de l'extérieur, que ce soit par un biais institutionnel ou associatif, un public qui n'est pas demandeur au départ, ça risque de ne pas se passer de la même façon. On peut avoir de bonnes surprises, mais les investissements ne sont pas les mêmes et les accompagnements en termes de temps, d'investissement, de régularité, sont pas les mêmes non plus si on veut avoir un jardin qui fonctionne. Puis après, ce jardin-là, comme tous les jardins participatifs, c'est un lieu déjà. Un lieu où on trouve de la verdure, donc qui contribue à l'amélioration du cadre de vie. Dans tous les cas, il y a des tas d'études qui montrent que un environnement vert plutôt qu'un environnement minéral, c'est important pour le moral, pour la santé. On a plein de chiffres aujourd'hui sur ce genre de choses. Donc ça, c'est une première chose. Puis c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de sociabilisation, c'est un lieu d'échange. Et puis c'est un outil super pour parler de plein de choses. On peut parler d'alimentation, d'agriculture, on peut parler d'écologie, mais on peut parler aussi de santé, on peut parler d'histoire, à partir du jardin, on peut partir sur plein de choses et partager vraiment plein de sujets différents. Alors justement, en ce qui concerne cette partie d'échange, de choses qu'on peut apprendre, quel est le rôle ou l'importance des loisirs pour cette structure, la fabrique d'antan? Qu'est-ce que cela permet aux individus? Quelle est la partie enrichissante que cela apporte? Je pense que les gens viennent y trouver des pratiques sur ces structures de proximité et associatives, puisque du coup, c'est des structures qui accueillent des associations aussi. Donc il y a l'envie de découvrir des pratiques artistiques, culturelles, sportives ou de développement personnel, parce que ça, c'est beaucoup d'activités qui ont émergé récemment et dans lesquelles les gens ont envie de s'investir. Ils y trouvent vraiment un besoin aujourd'hui, une réponse à leurs besoins. Et puis il y a le lien. Incontestablement, c'est un biais aujourd'hui pour être en contact avec d'autres personnes, sortir de son cadre familial, quand on a la chance d'en avoir un, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ça il faut se le dire aussi. Et puis pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas de lien social dans le cadre d'un travail, d'une activité salariée, c'est aussi des fois le moyen de rencontrer des gens parce qu'on n'a pas d'activité autre et qu'on a un cadre social finalement restreint. Donc c'est quelque chose qui est important. Et là, le confinement, il nous l'a démontré aussi, c'est que le fait que ces activités soient suspendues, que ces lieux soient plus accessibles, ces lieux de regroupement, qu'ils soient associatifs ou institutionnels, les gens, ça leur a manqué. À des degrés différents, il y a des gens qui en ont souffert différemment, mais clairement, ça apporte quelque chose d'essentiel dans l'échange. Alors, c'est vrai qu'en ville, on est tous en proximité physique, mais finalement pas forcément en proximité sociale et dans l'échange. Alors justement, on a parlé un petit peu de cette partie d'écologie et j'aimerais savoir, aujourd'hui au Havre, il y a de plus en plus d'associations écologistes qui se créent. J'aimerais savoir si vous pensez que c'est mieux que tous s'unissent ou si c'est mieux que chacune d'entre elles aborde son domaine indépendamment ou peut-être en coopération avec les autres. Là, sans prêcher pour ma paroisse, comme on dit, moi, c'est la coopération qui me tient à cœur dans tous les cas. Donc, on a chacun nos prérogatives, on a chacun nos histoires, chaque association a des gens différents qui la font fonctionner. Je pense que la logique de coopération est primordiale sur toute logique et qu'au final, ce soit plusieurs associations ou une grosse, ça dépend vraiment de la taille. Pour moi, plus on devient de toute façon grand, plus on a de choses à gérer, plus il faut sectoriser, plus il faut paramétrer et plus ça devient difficile.
Et on retombe tout de suite, enfin pour moi c'est inévitable, on retombe tout de suite dans cette logique pyramidale parce qu'il faut des directives, on ne peut pas partir un peu partout parce que le temps est compté, parce qu'on n'a pas assez de compétences que l'autre l'a, etc. Alors que si on reste dans une taille limitée, on peut très bien coopérer et très bien faire fonctionner sa propre association en fait. Donc multiplier les associations c'est très bien, donc évidemment des associations qui vont faire la même chose exactement, je pense pas que ça existe vraiment en fait, car justement c'est associatif, c'est les personnes qui sont dedans, comme je disais, qui la font être ce qu'elle est. Voilà, vont pas avoir tout de suite cet effet concurrence ou cet effet, voilà, ça c'est vraiment le milieu de l'entreprise, qu'on imagine quel milieu c'est. Généralement c'est ça, c'est la concurrence, parce qu'il y a beaucoup c'est l'incoming, c'est l'argent qui va compter. Donc pour l'associatif, l'argent va être secondaire, voire tertiaire selon ce qu'on en a. Alors, même si en termes de fonctionnement, voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui finit par venir à bout de certaines associations, c'est le manque de moyens aussi. C'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est pas quelque chose qu'on peut balayer non plus complètement. Non, c'est ça. Mais ça va être plutôt qu'une course. Là, pour le vivre actuellement dans l'association du Havre de Culture, il y a la subvention, il faut aller la chercher, il faut aller savoir où elle est, comment venir la chercher. Et là, on se heurte à une forme de connaissance et de bouche à oreille, de recherche, et c'est un travail monstrueux que d'aller chercher ces subventions, que d'aller les demander aux bons interlocuteurs et de les obtenir. Parce que on va être justement, plus on va être nombreux en association, plus il va falloir répartir ces subventions. Alors évidemment, c'est pas des milliers et des cents, mais le besoin de fonctionnement d'une association est pas si énorme à la base. Les gens ils demandent d'avoir des moyens. Après, de toute façon, le but est non lucratif, donc c'est pas pour vivre. Souvent, la problématique financière, c'est pour une association, c'est d'avoir un lieu régulier où elle puisse éventuellement laisser du matériel selon son activité et éventuellement d'avoir un ou plusieurs salariés permanents quand elle a vraiment un objectif opérationnel qui demande une présence et une intervention régulière, quoi. Et c'est souvent ça les problématiques associatives aujourd'hui en termes d'argent. Et là, ce qui devient intéressant, pour retourner justement sur les fabriques, c'est que sans changer complètement de modèle social, on a cette volonté justement d'accueillir le maximum d'associations possibles, plutôt qu'en termes de subventions tout de suite, en termes d'échanges de façon... là par exemple, dans la nouvelle structure qui est en train de se monter, il va y avoir des espaces et c'est mis à disposition. Contre quelques contreparties, mais c'est pas des contreparties qui vont plomber, c'est des contreparties qui font qu'on va parler de nous, on va participer à tel événement, on va faire des choses quand même. Et en fait l'échange monétaire il est très limité. Donc en mixant ces choses-là, c'est-à-dire le besoin d'argent et le besoin d'efficacité, je pense qu'on peut arriver à faire ce qu'on a envie de faire, sans tout le temps aller chercher de la subvention à droite à gauche, etc. Mais plus on grossit, plus on a envie de faire des choses importantes, et si on a envie de salarier, là c'est sûr qu'il va falloir de l'argent, là, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Du coup, la coopération, alors c'est rigolo, c'est des choses qui, au sein d'associations, peuvent se heurter, pourtant qui devraient répondre l'une à l'autre. C'est que la coopération, finalement, c'est aussi une façon de pallier au manque de moyens. Mais aujourd'hui, pour avoir un minimum de moyens dans un domaine donné, il y a presque une mise en concurrence des associations aujourd'hui pour récupérer de l'argent et un peu de financement. Du coup, on a une espèce de truc qui se marche sur la tête, là, qui n'est pas cohérent et qui pose problème. Après, sur le fait qu'il y ait une coexistence de plusieurs associations dans un même domaine, moi ça me pose des questions, toujours en tant que citoyenne, surtout en matière d'environnement aujourd'hui, que ce soit quelque chose qui soit toujours de l'ordre associatif, que politiquement ce soit marqué, que ce soit pas quelque chose dont la société dans sa globalité se soit emparée.
vu l'urgence de la situation, mais alors c'est pareil, l'urgence, moi je la vois à l'aune de mes perceptions, de mon histoire, de mes études, qui me donnent peut-être une visibilité un petit peu différente. Mais ça me semble quand même inquiétant et dommage. Est-ce que cette question de l'environnement, c'est pas au niveau scolaire, au-delà de simplement quelques concepts écologiques et biologiques qu'on étudie dès la maternelle, la primaire et le collège? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dont il faudrait que l'enseignement s'empare aussi, justement pour avancer dans cette conscience sociale globale? Je pense que la multitude d'associations aussi, elle est liée à ça. Le fait qu'on ait des consciences différentes des choses et que du coup, ces problématiques environnementales, on ne les voit pas tous de la même façon et qu'on n'imagine pas non plus les mêmes réponses. Après, il peut y avoir une spécialisation. Il y a des gens qui vont sentir le besoin de se concentrer sur une cause particulière parce qu'ils ont envie de pouvoir avoir une action concrète. Donc effectivement, dans ce cas-là, on ne peut pas se disperser. Je ne sais pas si ce serait facile aujourd'hui, avec ces visions pas toujours concordantes de la réalité de la situation et puis des enjeux de transformation de société qu'il y a derrière, socio-économiques, si on arriverait à faire matcher et facilement coopérer tout ce petit monde-là. Ce qui peut paraître absurde puisqu'on a l'impression de vouloir aller dans le même sens, mais je pense qu'il y a encore des différences, oui, de point de vue et de conscience là-dessus. Et alors, dernière question pour vous. Est-ce que vous avez un bon souvenir, peut-être un très bon souvenir au niveau de votre engagement associatif? Et si vous pouvez le partager avec nous, ce serait vraiment très bien. Moi, il y en a plein. Il y a plein de l'association, c'est plein de rencontres, oui. Mais du coup, sur le coup de la rencontre, c'est dans le cadre associatif que nous, on s'est rencontrés, qu'on s'est aperçu qu'on avait une vision de la vie commune sur un certain nombre de choses, qu'on avait partagé dans une certaine mesure le même parcours d'études, qu'on avait les mêmes inquiétudes et les mêmes interrogations, la même envie de s'impliquer aussi pour, à notre niveau de citoyen, faire avancer les choses. Donc ouais, ça c'est j'ai envie de dire, c'est le souvenir peut-être le plus positif que j'aurais à partager. Il va pas oser en donner un autre maintenant. Je vais peut-être en donner un moins personnel. C'est les choses qu'on a réussi à faire alors qu'au début on se disait que ça va être compliqué, difficile de mettre tout ça ensemble. Je vais partir sur quelque chose qui moi m'a bien marqué. On fait partie, alors j'allais dire évidemment, mais beaucoup, non, des AMAP. Donc les AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc évidemment, il y a toute une conscience écologique, mais d'alimentation, de respect de la nature, etc. Bref. Mais on était plusieurs AMAP et on s'est dit, mais pour booster ce côté de connaissances alimentaires et de proximité, on s'est dit on va essayer de faire une fête des AMAP. Alors moi je suis arrivé là-dedans, c'était le début pas le début, mais je commençais un peu le monde associatif et je me suis dit mais comment ils vont faire ça, hein. Et en participant aux premières réunions, je voyais que c'était un bordel. C'était, je veux dire, mais comment on va réussir à être crédible, comment on va réussir à avoir des moyens, Et en fait, avec ces gens justement qui ont été un peu plus moteurs, des gens qui ont été un peu plus suiveurs et certains qui ont été quand même actifs, on se rend compte qu'en fait, chacun avec son réseau va connaître telle personne qui va pouvoir apporter ça, apporter ça. Et en fait, juste la coopération naturelle s'est faite. Et en quelques mois, alors c'était difficile, hein, je ne dis pas qu'on a roulé sur... Non, c'était pas un long fleuve tranquille. Mais finalement, une fête des AMAP s'est produite. On a eu un succès relativement intéressant. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que beaucoup de monde venait, de jeunes couples avec des jeunes enfants, qui se posaient ces questions-là. Et là, on apportait une réponse.
Et du coup, plus que des gens qu'on a fait adhérer à des AMAP, etc., on a eu des gens qui nous ont posé des questions, qui nous ont demandé, qui ont voulu savoir, en gros, la différence entre le bio, le pas bio, l'alimentation de proximité, qu'est-ce que c'est, le circuit court, est-ce que c'est forcément de la proximité, là. Et du coup, au final, en y repensant a posteriori, le peu de travail qu'on a réussi à faire, le travail qu'on a réussi à faire, même si c'était brinque-ballant au début, et puis que moi j'avais vraiment au début le pessimiste classique, genre on va être pris pour des rigolos, c'est n'importe quoi. Et en fin de compte, tout le monde a vraiment joué le jeu, aussi bien la ville, la municipalité, que les associations qui ont participé, que les professionnels qui ont aidé les associations et cette fête. Et au final, on a réussi à faire quelque chose de concret, d'efficace, et voilà. Et après, là, c'est une petite publicité pour les AMAP, mais en Seine-Maritime et dans la Pointe de Caux spécifiquement, les AMAP vont bien. On a des listes d'attente, on a des demandes, c'est assez voilà, il y a une attente. Et donc, on retrouve cette logique de l'environnement, d'accord, mais comment ça marche, pourquoi, et comment je fais pour manger mieux? Comment je fais pour aller vers une meilleure alimentation, parce que moi c'est une chose, mais j'ai des enfants, j'imagine le futur. Et je pense que toutes ces questions environnementales, c'est cette question particulière, c'est qu'est-ce qu'on fait du futur. Et là, moi je rajoute toujours la collectivité et le main. C'est est-ce qu'on pense à soi, son nombril, après moi le déluge, les enfants ils se démerderont, ils se débrouilleront avec ce qu'il y a, voilà, c'est leur monde, c'est pas le mien, ça je l'ai beaucoup entendu, je suis absolument pas d'accord. C'est une question de pérennisation de l'espèce, une pérennisation de la vie. On vit dans un petit vaisseau spatial, dans l'espace, où il n'y a rien autour. On est en train de le saborder et on ne se pose pas forcément cette question-là. Et pourquoi on ferait ça? Pourquoi on fait justement du militantisme, de l'écologisme? Pourquoi on essaye de savoir qu'est-ce qui se passe? D'accord. Donc, merci beaucoup à nos deux invités de nous avoir accordé ce temps pour parler des associations. Et je vous dis à très bientôt.